Je m'appelle Rémi André-Oscan et je suis président de la Fédération française des professionnels de la blockchain. En 3 mots, efficace, transparent et plein de passion. Je suis rentré dans la blockchain en 2013. J'étais alors en poste au sein d'Amundi Asset Management, qui est le leader français et européen de la gestion d'actifs. Et j'ai découvert la technologie blockchain à travers sa première application historique, qui est le Bitcoin. Très rapidement, j'ai compris à quel point le Bitcoin allait impacter les transactions internationales, notamment d'un point de vue financier, et aussi la conception même que nous avions de la monnaie. Donc j'en ai donc parlé naturellement à mon frère, qui est également aussi mon associé au sein de Crypto4All, de ce qu'était le Bitcoin et la technologie blockchain sous-jacente qui lui permet de fonctionner. Et bien que n'ayant pas la même expertise, on arrive à la même conclusion, c'est que cette technologie allait avoir un impact assez important sur la société et qui serait de la même envergure que l'invention de l'imprimerie par Gutenberg. Oui, effectivement, depuis que j'ai découvert cette technologie et que j'ai décidé en 2015 d'en faire mon métier à travers la création de Crypto4All, qui est une société d'ingénierie et de conseil spécialisée dans la technologie blockchain, eh bien, j'ai pu acquérir différentes casquettes qui poursuivent le même objectif, c'est-à-dire favoriser l'utilisation de la technologie blockchain en France et en Europe. Donc à ce titre, j'interviens auprès de la Commission européenne en tant que conseiller spécial sur la réglementation portant sur les services financiers et sur l'encadrement de l'usage de la technologie blockchain dans le secteur financier. Mais également en tant qu'expert français au sein de l'ISO, qui est l'organisme international en charge de la standardisation et qui va publier d'ici 2022 les normes techniques internationales qui s'appliquent à la technologie blockchain, et ça dans une dimension internationale. Je suis en charge de gérer et de piloter le groupe lié au smart contract. J'interviens aussi également en tant que chargé d'enseignement dans différentes écoles et universités telles que l'Université Paris-Dauphine ou l'Université Nice-Côte d'Azur, afin justement de pouvoir aider les futures générations à mieux comprendre ce qu'est cette techno et quels sont ses impacts dans les différents secteurs d'activité. Et bien sûr, plus récemment avec Tozex en fin 2018, qui est notre plateforme de tokenisation décentralisée, et bien sûr en 2020 avec la création de la Fédération française des professionnels de la blockchain. Et donc c'est le cumul de l'ensemble de ces casquettes me permettent d'avoir une vision globale sur l'évolution de notre industrie et sur les perspectives qu'on peut s'attendre. Crypto4All, c'est une société d'ingénierie de conseil créée en 2015 avec mon associé qui est aussi mon frère, donc c'est aussi une aventure familiale. Nous aidons globalement nos clients à pouvoir identifier en quoi la technologie blockchain constitue un levier business intéressant pour leur entreprise, et nous concevons la solution dont ils ont besoin pour matérialiser cette vision. Alors on est agnostique en matière de protocole. Qu'est-ce que ça signifie? Qu'on va sélectionner le protocole blockchain qui est le plus pertinent pour répondre aux besoins exprimés par nos clients, quel que soit leur secteur d'activité. Nous comptons parmi nos clients des grandes entreprises françaises, à l'image d'Atos, de Sinaval, leader européen dans la construction de sous-marins, mais également Total ou le département des Hauts-de-Seine, au même titre que des entreprises situées à l'étranger comme la Banque du Luxembourg, ou plus récemment, nous accompagnons la Banque centrale des Émirats arabes unis sur la création de leur CBDC. Pourquoi ce nom? Eh bien, à l'image de Bitcoin, qui est la contraction de deux termes, à savoir le byte pour unité informatique et coin pour la monnaie, eh bien, Tozex, ça vient de token, exchange, et bien entendu Oscan, puisqu'il s'agit avant tout d'une aventure familiale. C'est une plateforme de tokenisation décentralisée qui permet très rapidement et très facilement de pouvoir créer, échanger et sécuriser vos actifs digitaux. Tout cela au sein d'un seul et même écosystème, et en choisissant le protocole blockchain de votre choix, et bien sûr tout en conservant l'intégralité de la maîtrise de vos actifs digitaux. Donc globalement, avec Tozex, ce que vous pouvez faire, c'est tokeniser vos actifs traditionnels, par exemple les parts ou actions de votre société ou bien une œuvre d'art. Vous pouvez initier une opération de financement qui repose sur l'émission de jetons cryptographiques plus connus sous le nom de Initial Token Offering. Donc nous proposons la possibilité de réaliser une ICO, une STO, mais également un BRO, qui est un protocole que nous avons développé, et enfin de pouvoir sécuriser vos actifs. Donc le but étant de pouvoir proposer finalement toute une gamme de services qui permettent de pouvoir gérer vos actifs de leur création jusqu'à leur mort.
BRO pour Believers Reward Offering, c'est un protocole que nous avons conçu qui permet de pouvoir proposer une alternative aux ICO. Nous l'avons vu au cours des dernières années, les ICO constituent un puissant moyen de financement à destination des petites et moyennes entreprises essentiellement, mais qui présentent également des imperfections. Et nous avons souhaité corriger ces imperfections pour pouvoir proposer aux petites et moyennes entreprises une méthode de financement alternative qui permettrait tout simplement à une entreprise de pouvoir se financer en collectant des stablecoins et en s'engageant effectivement à pouvoir rembourser les sommes empruntées à travers justement une inscription au sein d'un smart contract dédié de l'ensemble des conditions de remboursement. Dit autrement, il n'y a pas de place pour la mauvaise foi entre l'emprunteur et celui qui a mis à disposition ses capitaux. Et elle présente l'avantage, étant donné qu'elle repose sur des stablecoins, pour l'entrepreneur de ne pas souffrir du problème de volatilité et de l'évolution de son token, mais également de ne pas souffrir du problème d'érosion du capital, puisque quand vous levez des fonds, notamment avec du BTC ou de l'ETH, eh bien, l'évolution du cours de ces actifs peuvent éroder fortement la trésorerie de l'entreprise. Actuellement, nous menons 3 projets de financement. Un premier qui porte sur le secteur immobilier, qui vise notamment à disrupter la façon dont les copropriétés sont gérées. Le second qui porte sur l'économie circulaire et l'utilisation de la technologie blockchain dans l'économie circulaire et sur la façon dont on peut monétiser les efforts qui sont réalisés pour réduire nos émissions carbone. Et enfin, un troisième projet qui lui porte sur le sponsoring sportif et qui est d'ailleurs porté par l'un des plus grands athlètes français et dont vous entendrez très probablement parler au cours des prochaines semaines. Eh bien, on a choisi effectivement de créer la fédération tout simplement puisqu'il préexistait uniquement des associations qui rassemblaient essentiellement des particuliers et qui malheureusement se cantonnaient à appliquer la technologie blockchain uniquement à son premier cas d'usage historique, c'est-à-dire les cryptoactifs. Et on le sait tous qu'effectivement la technologie blockchain a un impact dans différents secteurs d'activité et donc la création d'une fédération ayant une approche plurisectorielle s'imposait d'elle-même. La deuxième raison, c'est la nécessité et l'impérieuse nécessité pour notre écosystème de se professionnaliser. Et cette professionnalisation passe inévitablement par la création d'une structure qui permet à l'ensemble de ces entreprises de pouvoir échanger directement et surtout devenir audible et plus structurée auprès des autorités. Et enfin, l'association effectivement avec le député de La République En Marche, Jean-Michel Miss, est une association inédite puisque c'est la première fois en Europe qu'une fédération voit le jour à l'initiative d'un acteur privé et d'un acteur public, mais aussi révélatrice de toute l'ampleur du mouvement que nous avons souhaité initier de par cette collaboration inhabituelle. Bien qu'on ait uniquement 6 mois d'existence, on a réussi à fédérer plus d'une quarantaine d'entreprises, notamment des grandes entreprises autour de la fédération. On devient tout simplement membre de la fédération en présentant sa candidature et surtout en étant impérativement une société qui a son siège social en France et qui a comme principale activité l'utilisation de la technologie blockchain. Donc à ce jour, on a réussi à fédérer plus d'une quarantaine d'entreprises, dont notamment EDF, Orange, Suez ou encore Total au sein de cette fédération et nous prévoyons très rapidement de pouvoir initier différents types de comités stratégiques qui ont vocation à pouvoir permettre de réunir tous ces acteurs autour de thématiques qui les concernent chacun d'entre eux. Eh bien, ce choix s'est fait assez naturellement puisque aujourd'hui CoinTribune constitue le principal média français mais surtout produit des contenus extrêmement qualitatifs et nous privilégions systématiquement le qualitatif au quantitatif. Donc ça s'est fait assez naturellement et surtout que CoinTribune n'a pas manqué effectivement de vouloir relayer aussi les informations qui se passent dans notre écosystème. C'était important pour nous d'établir des relations durables et solides avec un partenaire de confiance. Effectivement, la première réunion publique a eu lieu le 29 octobre dernier dans les locaux de notre partenaire stratégique AFNOR avec qui nous avons signé d'ailleurs un partenariat de 5 ans et avec l'intervention notamment du secrétaire d'État au numérique Cédric O qui n'a pas manqué de nous apporter son soutien officiel et d'envoyer un message extrêmement confiant à l'ensemble des acteurs de l'industrie. Cette première réunion avait vocation à mettre en évidence
l'expertise de certains acteurs de ce domaine qui aujourd'hui n'étaient pas référencés comme étant des acteurs de l'industrie à l'image de Orange ou encore EDF qui n'étaient pas référencés comme tels, mais également de mettre en évidence des thématiques qui sont très importantes pour les acteurs de cette industrie, notamment en matière de souveraineté, mais aussi en matière de commercialisation des solutions qui sont basées sur la technologie blockchain. Donc l'intérêt de cette première réunion était de vraiment mettre en évidence la réalité de notre écosystème. S'en est suivi d'ailleurs la publication de chiffres clés sur notre écosystème qui a révélé justement toute l'ampleur de l'écosystème français et surtout ses perspectives de développement. Alors je pense globalement que la plupart des pays ont compris la nécessité effectivement de pouvoir avoir une approche réglementaire sur l'usage de la technologie blockchain. Globalement, on ne réglemente pas une technologie, mais on réglemente ses usages. Et aujourd'hui, la réalité étant qu'il n'y a pas un seul pays qui n'a pas décidé de s'intéresser de près ou de loin à l'usage de ces technologies dans différents secteurs d'activité. Donc je pense qu'il y a eu une phase d'appropriation de la technologie, ensuite il y a une phase d'expérimentation et maintenant il y a une phase effectivement de structuration de ces industries à travers justement les lois et les réglementations. Puisqu'on le sait, les lois peuvent être un formidable catalyseur du développement d'une industrie, tout comme elles peuvent freiner son développement. Donc je pense qu'il y a eu une prise de conscience, notamment par les autorités françaises très tôt, sur l'importance d'encadrer l'usage de la technologie blockchain dans les secteurs financiers et plus précisément, en tout cas à travers le Pacte, en créant un statut bien spécifique lié au PSAN et en permettant de réaliser une ICO en France. La France s'est dotée d'une première couche réglementaire très intéressante. Ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que depuis 2018, plus de 80 banques centrales ont réalisé des travaux ou des expérimentations qui ont conduit à réfléchir sur l'opportunité de mettre en œuvre une CBDC, c'est-à-dire une monnaie de banque centrale, CBDC étant le terme pour Central Bank Digital Currencies, notamment la BCE. Eh bien, la réalité est la suivante, c'est qu'aujourd'hui, face à l'émergence de monnaies privées à grande échelle, notamment à l'image de ce que Facebook a proposé avec le Diem, anciennement Libra, elles ont très vite pris conscience que finalement, la monnaie de banque centrale, la CBDC, constitue une arme de défense majeure face à l'émergence de ces monnaies privées et pour conserver la stabilité financière des zones qu'elles occupent. Mais au-delà de tout ça, l'opportunité pour une banque centrale de mettre en œuvre une version digitale de l'euro présente plusieurs bénéfices. Le premier, c'est la vitesse de circulation de la monnaie, ce qu'on appelle la vélocité. Grâce à l'utilisation de la technologie blockchain, eh bien, on peut accélérer pour les transactions, les rendant quasiment instantanées, puisqu'il n'y a pas besoin de règlement interbancaire pour dénouer ces transactions, mais également par le fait qu'elles peuvent avoir lieu tous les jours, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le deuxième aspect intéressant pour une banque centrale d'émettre une CBDC tient à la traçabilité. L'un des rôles principaux d'une banque centrale est de veiller à la stabilité, mais aussi de lutter contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Et là, en l'occurrence, la technologie blockchain permet de pouvoir assurer une traçabilité certaine de chaque digital euro qui sera émis et pouvoir connaître à un instant T où se situe chacun de ces euros et surtout avoir un historique certain des détenteurs et des possesseurs de cette monnaie. Donc en cela, ça constitue un outil privilégié pour lutter contre l'évasion fiscale et également contre le blanchiment d'argent. Le troisième bénéfice pour une banque centrale d'émettre une CBDC repose sur la nécessité de réduire le coût de création monétaire, puisque aujourd'hui, par exemple, lorsque une banque centrale est amenée à créer un certain nombre de billets, elle doit s'assurer d'un certain nombre de choses, donc les dispositifs de sécurité, que ce soit les filigranes, les encres utilisées, les logistiques, tout ce qui relève de la logistique pour distribuer et alimenter l'ensemble des ATF, mais également la sécurisation de ces fonds. Donc ça, c'est quelque chose qui coûte énormément d'argent à une banque centrale et aux banques commerciales chaque année. Donc là aussi, on voit que ça éprouve tout un intérêt de pouvoir émettre une monnaie qui est digitalisée, bien sûr, tout en veillant à ne pas accentuer les fractures digitales aussi, puisqu'elles existent malheureusement aussi au sein de l'UE. Donc finalement, ça s'impose comme une évidence. Donc la question n'est pas de se demander si finalement la banque centrale va émettre un euro digital ou non, mais plutôt de se poser la question suivante, qui est de savoir si les banques commerciales qui aujourd'hui participent au processus de création monétaire et distribution monétaire participeront à la création et la distribution de l'euro digital.
Le gouvernement chinois a fait justement de sa CBDC une arme de premier plan dans sa stratégie à long terme pour améliorer son influence sur l'économie mondiale, mais également sur le mouvement de dédollarisation qu'elle a déjà initié avec les BRICS, avec ses côtés notamment la Russie et l'Inde, qui souhaitent justement s'inscrire dans un mouvement de dédollarisation de notre économie, puisque depuis les accords de Bretton Woods, le dollar a été érigé en monnaie internationale du commerce. Et donc à côté de l'ouverture de la nouvelle route de la soie, qui a été permise grâce à l'évolution climatique de notre planète, eh bien, le gouvernement chinois souhaite imposer à toute entreprise ou tout État qui souhaiterait emprunter cette nouvelle route de la soie l'obligation d'utiliser le yuan digital comme étant la monnaie du commerce pour emprunter cette route de la soie. Donc on voit qu'il y a une stratégie globale qui a été dessinée par les Chinois et auquel aujourd'hui la Fed américaine a réagi très récemment avec M. Powell, qui a tout simplement déclaré que la création d'un digital dollar constituait une priorité importante pour la réserve fédérale américaine. Donc on voit qu'en matière de géopolitique, la technologie blockchain aujourd'hui constitue un puissant outil dans l'évolution de ce cyberespace et l'évolution de notre économie. J'ai beaucoup été holder pendant de nombreuses années, mais aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils, beaucoup d'entreprises qui permettent de réaliser un certain nombre de trading. Ça peut être du copy trading, ça peut être de la réplication synthétique, ça peut être l'investissement dans des fonds d'investissement spécialisés dans l'acquisition d'actifs de cette nature, ou bien la possibilité tout simplement de réaliser du mining, ou bien solliciter, on va dire, les différents dispositifs qui existent en matière de staking. Ce sont différentes méthodes finalement pour pouvoir essayer de dégager de la plus-value dans l'investissement dans les cryptoactifs. Eh bien, la première chose, c'est que la fédération, bien que n'ayant que 6 mois d'existence, a réussi à obtenir, grâce à un dialogue extrêmement constructif avec la Direction générale du Trésor, avec la direction de l'AMF, le gouvernement, mais également les sénateurs et députés, à obtenir un abaissement significatif du seuil de contribution qui était prévu au titre de la PLF 2021, qui est la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021, un abaissement des contributions significatif, qui est passé de l'ordre de 10 000 € à 3 000 € pour initier effectivement une ICO et qui est permis de préserver la compétitivité de la place financière. Entre-temps, le 8 décembre, une nouvelle ordonnance a entériné de nouvelles obligations encore plus importantes pour l'ensemble des acteurs qui souhaitent à la fois initier une opération ICO, mais également obtenir l'agrément en tant que PSAN, c'est-à-dire prestataire sur services actifs numériques, et qui deviennent des contraintes qui sont bien plus importantes que n'importe quelle obligation en matière KYC-AML que vous trouveriez de la part de l'ensemble des pays au sein de l'Union européenne. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement le gouvernement avait une marge de manœuvre assez réduite, il est vrai, puisque c'était une demande express du GAFI et que la France était sous contrôle du GAFI à ce moment-là, donc elle devait s'exécuter. Mais c'est une mesure qui risque de porter un coup très sévère à la compétitivité des acteurs de la place et surtout à l'attractivité de la place française. Donc nous devons impérativement trouver des solutions pour faire en sorte de pouvoir permettre aux acteurs français d'être compétitifs à l'échelle internationale dans cette industrie. La taxation à hauteur de 30%, qui me semble être en totale inadéquation avec les taxations qui sont réalisées dans d'autres pays qui sont très proches de la France, à l'image du Portugal où il y a une taxation qui est de l'ordre de 0% sur les plus-values réalisées dans les achats-reventes de crypto. Mais on aurait pu peut-être faire un autre choix, c'est-à-dire établir une taxation à hauteur de 10% en alignant justement ces taxations sur celle qui est prévue pour les métaux précieux. Mais le choix du gouvernement était finalement un choix de compromis, c'est-à-dire d'inclure effectivement un même niveau de taxation similaire à la taxe que vous pourriez avoir si vous investissez dans des actions, pour ne pas favoriser les investissements dans les cryptoactifs au détriment des investissements, on va dire, un peu plus traditionnels. Avec une telle position, on va dire, de compromis, malheureusement, elle ne risque pas d'attirer les futurs crypto-millionnaires et ceux qui sont déjà présents. Mon plus gros regret, ça réside dans le fait qu'il n'y ait pas aujourd'hui assez d'outils qui permettent à tout un chacun
de pouvoir s'exposer à cette classe d'actifs. Aujourd'hui, vous devez avoir un certain appétit pour la technologie, une certaine volonté de comprendre le fonctionnement de la technologie et surtout la valorisation de ces actifs. C'était extrêmement difficile. Il y a de plus en plus aujourd'hui de solutions qui permettent de pouvoir entrer et s'exposer vis-à-vis de ce type d'actifs, mais c'est encore quelque chose qui n'est pas encore réalisé à très très grande échelle. Quand on voit par exemple le démantèlement effectivement de beaucoup de ce qu'on appelle des distributeurs de Bitcoin, donc les BTM en France, il n'y en avait pas beaucoup et finalement on les a réduits à zéro, ça reflète un véritable inconfort entre la volonté d'embrasser pleinement cette révolution et de protéger les intérêts actuels des acteurs bancaires français. Alors oui, il y a une anecdote qui était vraiment très sympathique, c'est qu'effectivement à l'époque, quand j'habitais à Londres, donc en 2015, j'étais parti dans un distributeur de Bitcoin qui permettait d'accepter et d'acheter des bitcoins à travers un ATM. Et à cette époque-là, la boutique dans laquelle se trouvait ce BTM était une boutique de soupe. Et donc j'avais pu à l'époque acheter ma première soupe en bitcoin il y a plus de 5 ans maintenant. Et je suis retourné l'année dernière sur les lieux et j'ai vu qu'effectivement le BTM n'était plus présent. Donc ça m'a fait rire, mais aussi ça m'a rappelé la nécessité de pouvoir profiter de chaque instant et de saisir les opportunités qui se présentent à vous au moment où elles se présentent. Comme disait souvent Charles Darwin, ça n'est pas l'espèce la plus intelligente ou la plus forte qui survivra, mais celle qui fera le plus preuve d'une capacité à s'adapter à l'évolution de notre société. Mon média préféré, bien évidemment, est CoinTribune.